Monsieur Longhi, nous sommes ici à l'endroit où est située l'une des stèles principales qui commémore l'action du maquis Camille. Camille a également a souhaité se faire enterrer ici et est inhumé ici. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, à la fois lors de cette période de la guerre et puis surtout votre histoire, votre amitié? Oui, Camille, dont le vrai nom était Paul Bernard, son nom est Bernard, était un garçon qui était né dans la Meuse à Danvillers. Il avait donc connu en 1914-18 les occupations allemandes, et comme son père avait été mobilisé et qu'il était de l'autre côté de la ligne de front, il s'est élevé un petit peu tout seul, sa mère devant assurer la nourriture de la famille, notamment lui et sa sœur, dans des moments qui étaient extrêmement difficiles. Et à la fin de la guerre, leur maison étant ruinée, ils ont décidé de se rapprocher de Paris, le père ayant rejoint la famille, mais ils sont installés à Vincennes où j'étais moi-même. Donc à partir de 1920, nous étions à la communale tous les deux à user nos culottes sur les mêmes bancs. C'est comme ça que j'ai connu et apprécié Paul Bernard, qui était un excellent camarade. Nous nous sommes, pour ainsi dire, jamais quittés, bien que lui, très aventurier, avait pensé à l'âge de 18 ans d'aller voir un petit peu ce qui se passait ailleurs, et il avait fait un tour au Maroc, où il a vécu pendant certaines années, et lorsque le régiment est venu, il a été enrôlé dans un régiment d'infanterie de marine à Rabat. Et il est revenu en permission à la fin de son temps, et on s'est rencontrés à nouveau à Vincennes, et il n'a plus jamais voulu repartir. Il dit « Ah ben je reste avec toi, on va rester ensemble ». Et c'est comme ça que nous avons vécu ensemble notre jeunesse, et que nous avons connu la guerre, les événements de 36, puis la guerre de 39, puis tous les événements qui nous ont contraints à quitter la région parisienne, où ça devenait intenable à cause des rafles qui se produisaient chaque jour et en des points indéterminés et de plus en plus nombreux. Donc, nous sommes revenus ensemble dans cette région, après avoir fait un passage dans le midi de la France, et comme nous ne pouvions pas rester dans la zone dite libre, parce que nous n'y avions ni attache ni moyen de vivre, nous avons décidé de rejoindre Paris, et en revenant, nous sommes passés ici dans la Nièvre et dans Lyon, et je lui ai montré où j'avais passé une partie de mon enfance à Châtelus, dans un lieu dit La Bascule. Alors, nous avons pensé que les circonstances que nous allions connaître pourraient peut-être nous amener à prendre le large, et c'est ainsi que dès 1940, nous avons eu cette idée qu'il serait peut-être possible de faire quelque chose dans cette région du Morvan. Bon, Paris, l'action, l'obligation de partir, et nous nous sommes retrouvés un jour tous les deux dans le coin, après un passage à Lavaux-de-Frétois, où nous faisions partie d'une société qui faisait du bois pour les gazogènes, et nous avons appris par Paris, ma sœur étant restée à Paris, nous a averti que nous étions repérés et que la police allait certainement venir. Ce qu'elle a fait, tous les camarades, notamment les Israélites qui se cachaient avec nous, n'ont pas cru. Nous leur avons dit attention, c'est dangereux, la police va venir. Ils nous ont pas cru et ils ont tous été arrêtés. Et nous avons pu nous en aller et revenir ici. Et c'est à partir de ce moment-là donc que nous avons commencé à nouveau notre action en cherchant la liaison que nous avions perdue de Paris, et après en prenant la liaison avec toute la résistance locale, de façon à pouvoir faire une action coordonnée et non pas simplement une action locale sans moyens, sans directive et par conséquent sans effet. Lorsque j'ai été nommé
chef départemental pour les maquis de la Nièvre, je lui ai laissé la responsabilité du maquis. Et à l'époque, on ne disait pas le maquis un tel, mais lorsque l'état-major a pris ses fonctions avec tous ses bureaux, il a été décidé d'appeler les maquis du nom de leur chef. Et c'est comme ça que le maquis est devenu le maquis Camille, que le loup a donné nom au maquis le loup. Et chacun, suivant son surnom, a donné son nom au maquis. Alors il a donc assuré la direction du maquis, il en a continué le recrutement, il en a suivi les actions, et après la grave blessure qu'il a eue lors des combats de Dun-les-Places, une balle qui lui avait touché la colonne vertébrale, au bout d'un mois, il avait réussi à se remettre sur pied et il a voulu absolument reprendre sa place. Et c'est comme ça que dès juillet, nous avons remonté un camp sous sa direction. Nous avons remonté un camp au Gau et que tous les états-majors se sont rassemblés au Gau qui avait justement des caractéristiques très propices pour avoir un centre de commandement jusqu'à ce que nous allions avec le commandement militaire de la Nièvre à Ouroux, dans les bois de Quezon. Après la guerre, nous avons continué à nous voir et nous sommes partis tous les deux en Afrique du Nord, travailler dans l'aviation. Et lorsque il est revenu, comme lui c'était un spécialiste des travaux publics, il a préféré s'installer dans la Nièvre, du côté de Tannay, plutôt que de retourner à Paris. Et jusqu'à la retraite, il est donc resté dans la Nièvre, alors que moi, je n'ai rejoint la Nièvre qu'à ma retraite, c'est-à-dire en 1976. Et là, nous nous sommes revus et nous avons décidé de créer une association des anciens du maquis et de penser un petit peu à faire connaître ce qu'avaient été les maquis en général, le maquis Camille en particulier, et à jalonner les endroits de combat, les endroits où il y avait eu des hauts faits d'armes, et à développer les manifestations comme celle de Cru-la-Ville, comme celle de Dun-les-Places. Et chaque année, tous nos camarades se réunissent. Nous avons implanté des stèles du souvenir, nous avons mis des panneaux d'indication et des panneaux avec un petit résumé de l'action pour que les visiteurs qui sont nombreux ici puissent connaître un petit peu la vie de la résistance dans ce Morvan, dont malheureusement, il faut dire, la littérature n'a pas beaucoup parlé jusqu'à ces temps-ci. Et il est bon que l'on rappelle qu'ici, il y a eu des dizaines de milliers de jeunes gens qui ont fait leur devoir, que beaucoup sont morts, puisqu'un demi-mille des nôtres sont restés, et qui ont permis une libération rapide et une aide efficace aux armées alliées, car en flanquant les armées de Delattre et de Patton, nous avons permis d'arriver plus vite à leur jonction et à leur but, puisque selon les plans d'Eisenhower, la jonction devait se faire à Lyon en novembre 1944 et en septembre 1944, Delattre était déjà à Saulieu avec son échelon avancé. Oui. Ou plutôt il était à Autun avec son échelon avancé. Donc je crois qu'il fallait quand même signaler l'efficacité des maquis qui tout au long du cheminement, soit de Delattre, à gauche ou à droite, sur le flanc droit de Patton, ont permis aux armées d'avancer beaucoup plus vite. Alors, nous avons avec lui pensé que non seulement il fallait essayer de laisser des traces par le témoignage, et c'est ainsi que nous avons aidé à la création de l'association pour l'étude sur la résistance et l'occupation dans le Morvan. Nous avons contribué à créer le musée
de Saint-Brisson sous la direction du doyen Surato et de Marcel Vigreux. Et nous continuons à aller dans les écoles, les lycées, à recevoir les jeunes gens pour leur expliquer quelle a été notre vie, quelle a été notre action, de façon de développer un plan de l'histoire que malheureusement les professeurs actuels qui sont jeunes n'ont pas connu et qu'ils ne peuvent enseigner qu'en fonction de ce que la littérature très peu abondante leur permet de savoir. Et lorsque nous avons eu le chagrin de perdre Camille, il m'avait dit « Moi, je veux être incinéré et je souhaiterais que mes cendres soient mises au pied de cette stèle que nous avions faite en l'honneur de tous nos camarades du maquis tués sur place ou dans le département. » Et c'est ainsi qu'au mois de septembre 1993, au cours d'une cérémonie où de nombreux camarades sont venus de toute la France assister à ce dépôt de l'urne funéraire de notre camarade Camille, de son nom Paul Bernard. Vous nous avez expliqué que les maquis dans la Nièvre ont eu un rôle stratégique, y compris par rapport à la stratégie des Alliés. Mais tout ça, à la base, c'était des individus comme Camille et comme vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était cette personnalité de Camille qui lui a permis de faire ce qu'il a fait pendant cette période? Eh bien, Camille était un garçon sensible, bourru peut-être, mais c'était un garçon d'honneur d'abord, pour qui la camaraderie était quelque chose d'important. Et je peux dire que j'ai eu un frère, et un frère avec toutes les qualités qu'on peut trouver, quand on a choisi d'être frère, et non pas quand on l'est naturellement. Et il se trouve en plus que nous nous complétions bien, parce que lui, c'était un homme d'action. Moi, j'étais plus un homme de réflexion. Et nous avions compris, moi, qu'il fallait quelqu'un pour me pousser, et lui, qu'il fallait quelqu'un pour l'organiser. Et je pense que c'est peut-être cette heureuse conjonction, plus l'amitié qui nous unissait depuis 1920, qui fait que notre efficacité à tous les deux a été maximale. Et lui, qui était un homme d'action, à qui je pouvais fournir quand même certains schémas d'organisation, a su mener ses camarades au combat et, en plus de ça, toujours à leur tête. Ce qui fait que sur des jeunes gens qui n'avaient pas connu la guerre, sur des jeunes gens qui de la camaraderie ne connaissaient que la camaraderie qu'on peut avoir dans des temps sereins, il avait une grande influence, et comme beaucoup de chefs de maquis que j'ai connus dans ce département, ils avaient une influence telle que quand ils disparaissaient, pratiquement c'était impossible de les remplacer. Et si j'avais eu le malheur de perdre Camille, il me semble que j'aurais dû prendre sa place, personne n'aurait pu la prendre, et certainement que je n'aurais pas pu faire aussi bien qu'il le faisait lui-même, parce qu'il avait des qualités humaines de commandement et d'action. C'était un garçon qui savait comprendre ses camarades, qui savait les ménager, parce qu'il m'a souvent dit « un maquisard mort, ça ne sert à rien, il faut donc les préserver ». Et je crois que la place qui s'était taillée dans le maquis, la place qu'il avait aussi auprès de tous ses camarades chefs de maquis et des autres maquis, tiennent justement à sa personnalité, à ses qualités propres et à la façon dont il a su exploiter lui-même ce qu'il avait de meilleur et utiliser ce qu'on pouvait lui donner et qui pouvait lui manquer. Et je crois que c'est pas toujours qu'on peut arriver à réunir à la fois une amitié, une efficacité aussi grande qu'on a pu le faire tous les deux. Nous avons œuvré tous les deux donc à l'établissement de ce musée, et
nous avons pensé qu'il fallait également s'adresser à la jeunesse en allant nous-mêmes dans les lycées, dans les collèges, pour faire des causeries, pour expliquer des choses que ne pouvaient pas leur enseigner leurs maîtres, qui n'ont pas connu cette période et dont il y a eu très peu d'écrits. Personne ne sait ce qui s'est passé réellement. Et je suis content quand même qu'actuellement on recueille tous ces témoignages de gens qui bientôt ne seront plus là.